En différentes régions de la planète existent des constructions anciennes qui semblent avoir été placées exactement où construire aurait été plus difficile. Certaines occupent des cavités ouvertes dans les parois de canyons. D'autres ont été érigées sur des roches presque verticales. Il existe des églises excavées en dessous du niveau du sol, des milliers de chambres ouvertes dans les falaises de l'Himalaya, et un temple monumental qui n'a pas été assemblé avec des blocs, mais retiré de l'intérieur d'une montagne. Dans plusieurs de ces endroits, les archéologues connaissent les peuples responsables de l'œuvre. Ils savent approximativement quand ils ont vécu, quels matériaux ils ont utilisés et quelles fonctions certaines structures remplissaient probablement. Mais connaître le nom d'une civilisation ne signifie pas connaître chaque étape d'une construction. Comment les travailleurs parvenaient-ils à des points presque inaccessibles? Comment transportaient-ils l'eau, les aliments et les outils? Comment contrôlaient-ils les mesures quand une erreur dans la pierre ne pouvait pas être défaite? Et pourquoi choisir un endroit aussi difficile quand des terrains apparemment plus simples existaient alentour? C'est dans cet espace entre ce que nous savons et ce que nous ne pouvons pas encore reconstruire complètement que le mystère commence vraiment. Dans ce documentaire, nous allons enquêter sur 7 constructions anciennes liées à des montagnes, des falaises et des formations rocheuses extrêmes. Dans chaque cas, nous verrons d'abord l'explication soutenue par les preuves. Ensuite, nous observerons le détail qui continue de faire débat. Il ne sera pas nécessaire de recourir à des géants, à des machines disparues ou à des visiteurs d'autres mondes. La réalité est plus intéressante. Ces œuvres ont été réalisées par des êtres humains, mais par des sociétés dont la capacité d'organisation, de planification et d'adaptation est encore souvent sous-estimée. Et le dernier cas pousse cette capacité à la limite. Ces constructeurs ont dû imaginer un temple en 3 dimensions avant de le libérer de la roche. Chaque coup retirait une partie de la montagne, et tout ce qui aurait été retiré par erreur aurait été perdu à jamais. Avant d'y arriver, nous commençons dans une cavité naturelle de l'Amérique du Nord, où plus de 100 personnes ont vécu sous un énorme mur de grès. Numéro 7. Cliff Palace, à Mesa Verde. De loin, Cliff Palace ressemble à une petite ville enchâssée sous un plafond de pierre. Des tours, des murs, des passages, des dépôts et des espaces circulaires occupent une grande cavité dans un canyon de l'actuel État du Colorado, aux États-Unis. La construction a été réalisée par les ancêtres des peuples Pueblo, qui ont vécu dans la région de Mesa Verde pendant de nombreux siècles. Le nom Cliff Palace, ou Palais de la Falaise, a été créé bien longtemps après. Le lieu n'était pas un palais au sens européen du mot. Les recherches du Service national des parcs indiquent que l'ensemble possédait environ 150 pièces, 23 kivas, et une population d'approximativement 100 personnes. Les kivas étaient des espaces circulaires associés à la vie communautaire et cérémonielle. La quantité de ces structures, ajoutée à la taille de l'ensemble, suggère que Cliff Palace a pu exercer une fonction sociale, administrative et religieuse importante pour les communautés voisines. La plupart des habitations dans les falaises de Mesa Verde étaient beaucoup plus petites. Beaucoup ne possédaient que quelques pièces et certaines fonctionnaient principalement comme dépôts. Cliff Palace était une exception. Sa construction s'est déroulée approximativement entre la fin du XIIe siècle et la fin du XIIIe siècle. Pendant cette période, les habitants continuaient de cultiver dans les parties hautes du plateau, mais ont commencé à vivre dans des cavités localisées dans les parois des canyons. Ce changement a créé une routine difficile à imaginer. Pour atteindre les plantations, il fallait monter. Pour retourner aux maisons, il fallait descendre. Les aliments, le bois et d'autres ressources devaient circuler par des chemins étroits et des dénivellations accentuées. Pourquoi accepter cet effort? L'une des réponses les plus plausibles se trouve dans l'eau. Cliff Palace possédait l'accès à une source active et de nombreuses habitations dans les falaises ont été installées près de sources similaires. Dans une région où l'agriculture dépendait fortement de la pluie et de la neige, vivre près d'une source pouvait être décisif. Les cavités offraient également une protection naturelle et un meilleur contrôle des chemins d'entrée.
Cela ne prouve pas que Cliff Palace ait été construit principalement comme fortification. Mais cela aide à comprendre pourquoi une communauté aurait pu préférer cet endroit à une zone complètement ouverte. Le problème est que ce mode de vie a duré relativement peu longtemps. À la fin du XIIIe siècle, la région de Mesa Verde a été progressivement abandonnée. Les preuves pointent vers une combinaison de sécheresse persistante, de réduction des ressources et de changements sociaux. Il n'existe pas une cause unique prouvée pour toutes les familles. Il serait aussi incorrect de dire que ce peuple a disparu. Les communautés pueblo actuelles reconnaissent en ses habitants comme leurs ancêtres. La migration a mené des groupes vers des régions de l'actuel Arizona et du Nouveau-Mexique, où leurs descendants maintiennent des traditions vivantes. Le point qui continue d'intriguer les chercheurs n'est pas qui a construit Cliff Palace. Cela est connu. La question est pourquoi tant de communautés ont réorganisé leur vie autour des falaises pendant quelques générations et, peu de temps après, ont initié une nouvelle migration. Cliff Palace montre qu'un mur rocheux pouvait offrir de l'eau, une protection et une identité communautaire. La construction suivante a transformé une roche entière en symbole de pouvoir. Numéro 6. Sigiriya, au Sri Lanka. Au centre du Sri Lanka, une formation rocheuse s'élève environ 180 mètres au-dessus de la plaine. Au 5e siècle, le roi Kassapa Ier a établi là sa capitale. Les ruines occupent la base, les pentes et le sommet de la formation connue sous le nom de Rocher du Lion. La position offrait un avantage évident. Du haut, il était possible d'observer une vaste étendue du paysage. Les parois naturelles rendirent l'approche difficile, et l'accès pouvait être contrôlé par des galeries et des escaliers. Mais Sigiriya n'a pas été seulement une forteresse construite par peur. Dans la partie inférieure, ses responsables ont créé des jardins, des fossés, des canaux, des réservoirs et des piscines organisées avec une grande précision. L'eau ne servait pas seulement à l'approvisionnement, elle faisait partie de l'expérience visuelle du lieu. Le visiteur traversait un paysage planifié avant d'initier la montée. À un point intermédiaire, le chemin passait par une entrée monumentale, construite sous la forme d'un lion. Aujourd'hui, restent principalement les grandes pattes. La partie supérieure a disparu, mais l'échelle de l'accès permet toujours d'imaginer l'effet original. C'était comme si quiconque montait entrait dans le corps de l'animal avant d'atteindre le domaine du roi. L'ingénierie hydraulique de Sigiriya est l'un des éléments les plus importants de l'ensemble. La distribution de l'eau utilisait des réservoirs, des canaux et des différences de niveau. Au sommet, des citernes et des réservoirs aidaient à stocker l'eau nécessaire pour une occupation permanente. Il n'est pas nécessaire d'imaginer des pompes inconnues. La captation des pluies, la gravité et une longue tradition d'ingénierie hydraulique au Sri Lanka offrent une explication cohérente. Même ainsi, le travail quotidien restait énorme. Tout ce qui n'était pas produit au sommet devait monter. Les aliments, le bois, les ustensiles et les matériaux d'entretien parcouraient un chemin vertical. La capitale dépendait d'une chaîne logistique qui devait fonctionner continuellement. Il existe encore une deuxième couche dans cette histoire. La région de Sigiriya présentait une occupation religieuse avant la capitale de Kassapa et a été de nouveau utilisée par des communautés monastiques après la courte période royale. Cela signifie que le lieu n'a pas appartenu à une unique phase ni à une unique fonction. Les célèbres peintures de figures féminines sur les parois sont également ouvertes à interprétation. Elles ont déjà été décrites comme des femmes de la cour, des figures célestes ou des personnages liés à des rituels. Il n'existe pas de consensus complet sur leur identité. Le vrai énigme de Sigiriya n'est pas l'existence d'une technologie impossible. C'est l'intégration de la défense, de l'eau, de l'art, de la religion et de l'autorité politique en une seule composition verticale. La difficulté d'accès n'était pas seulement tolérée, elle renforçait le message. Plus le visiteur montait haut, plus il s'éloignait du monde commun et plus près il arrivait du centre du pouvoir. Mais Sigiriya a encore été construite avec des structures ajoutées à la roche. À l'endroit suivant, la paroi de pierre elle-même est devenue façade, tombeau et monument. Numéro 5, Petra, en Jordanie.
L'entrée la plus célèbre de Pétra traverse un corridor naturel appelé Sikh. Pendant une grande partie du chemin, le visiteur n'aperçoit que des murs de grès. Le passage est étroit, sinueux et empêche de voir la destination finale. Puis, entre les roches, surgit une façade monumentale. Des colonnes, des niches, des sculptures et des frontons semblent avoir été construits avec des blocs. Mais le monument connu sous le nom d'Al-Khazneh, le trésor, a été excavé directement dans la paroi rocheuse. Le nom est né d'une légende selon laquelle un trésor aurait été caché dans l'urne de pierre existante au haut de la façade. Cette histoire ne correspond pas à la fonction originale du monument. Al-Khazneh est généralement interprété comme mausolée ou monument funéraire. Les fouilles réalisées dans la zone devant et en dessous de la façade ont trouvé des sépultures, renforçant le contexte funéraire, bien que l'identité exacte de celui qui a été enterré là et la relation entre toutes les phases du lieu soit toujours en cours d'étude. Pétra était la capitale des Nabatéens et est devenue un important centre lié aux routes commerciales qui connectaient l'Arabie, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. Sa richesse a aidé à financer des œuvres monumentales. Mais l'argent, seul, ne maintendrait pas une ville dans une région aride. La vraie base de Pétra était l'eau. Les Nabatéens ont construit des canaux, des citernes, des réservoirs, des tunnels et des barrages de déviation. Le système devait capter la pluie quand elle se produisait, conserver l'eau pour les périodes sèches et protéger la ville des crues soudaines. Cette dernière fonction est essentielle. Une région désertique n'est pas libre des inondations. Quand la pluie tombe sur des pentes et des gorges, l'eau peut se concentrer rapidement. Sans œuvre de déviation et de contrôle, le même corridor qui conduisait les visiteurs pouvait se transformer en un passage violent pour le courant. Les façades de Pétra attirent toute l'attention, mais les canaux discrets le long des murs ont peut-être été encore plus importants pour la survie de la ville. La création d'Al-Khazneh exigeait également une logique différente de la construction conventionnelle. Dans un bâtiment assemblé avec des blocs, certaines pièces peuvent être remplacées. Dans une façade excavée, la pierre enlevée ne peut pas être remise en place. Les travailleurs devaient contrôler les proportions, les alignements et les profondeurs sur une surface naturelle. Ils ont probablement utilisé des plateformes de travail, des mesures géométriques et des outils en métal, adaptés au grès, en avançant par étapes. La méthode est plausible. Ce que nous ne possédons pas est le projet complet. Nous ne savons pas combien d'équipes ont travaillé en même temps, comment toutes les mesures étaient transférées à la roche ou dans quelle séquence chaque détail a été finalisé. Il existe aussi un contraste révélateur entre l'extérieur et l'intérieur. La façade est extrêmement élaborée, tandis que les espaces intérieurs sont beaucoup plus simples. Cela montre que l'impact visuel faisait partie de la fonction du monument. Le Sikh cachait la ville. La façade surgissait comme une révélation soigneusement contrôlée. Pétra n'est pas inexplicable, parce que nous ne connaissons pas les Nabatéens. Le mystère réside dans la reconstruction de la planification d'une œuvre dont le dessin a disparu, tandis que le résultat est resté gravé dans la montagne. Dans la construction suivante, jusqu'à l'ordre dans lequel les espaces ont été excavés, continue d'être débattu. Numéro 4. Les églises de Lalibela, en Éthiopie. Vue de haut, l'église de Saint-Georges ressemble à une grande croix dessinée sur le terrain. Ce n'est que lorsque le visiteur se rapproche qu'il perçoit que cette croix est le toit d'une construction complète, excavée en dessous du niveau du sol. Lalibela regroupe 11 églises taillées dans la roche volcanique des terres hautes d'Éthiopie. Certaines ont été isolées en tant que volumes monolithiques. D'autres restent attachées à la paroi rocheuse ou utilisent donc des formes différentes d'excavation. Le processus général était l'inverse d'une œuvre conventionnelle. Au lieu de lever des murs, les travailleurs ouvraient des tranchées autour du volume qu'ils désiraient préserver. Ensuite, ils sculptaient les portes, les fenêtres, les colonnes, les sols, les plafonds et les espaces intérieurs. L'ensemble inclut également des corridors, des passages cérémoniels, des fossés de drainage, des cavernes d'ermites et des catacombes.
La tradition associe les églises au roi Lalibela et au projet de créer une nouvelle Jérusalem sur le territoire éthiopien. Les noms et les éléments symboliques de l'ensemble font référence à la géographie sacrée chrétienne. Mais la chronologie est plus complexe que ce que suggère la tradition. Les 11 églises sont attribuées à la période de Lalibela, entre les XIIe et XIIIe siècles. Cependant, les études archéologiques indiquent que le site a connu différentes phases d'excavation et de transformation. Certains espaces ont pu avoir des fonctions antérieures. L'UNESCO elle-même observe que 2 structures actuellement religieuses, Biété Mercoréos et Biété Gabriel Raphaël, ont pu fonctionner précédemment comme résidence royale. Cela change la question. Peut-être que Lalibela n'a pas émergé comme un projet entièrement achevé par une unique génération. Des parties du lieu ont pu être réutilisées, modifiées et intégrées à un paysage religieux au fil du temps. L'archéologie d'une structure excavée présente une difficulté spéciale. Dans une construction commune, les couches de briques, les fondations et les mortiers aident à identifier les rénovations. À Lalibela, beaucoup de ces couches ont été enlevées pendant le travail lui-même. La séquence doit être reconstruite en observant quelles cortes traversent d'autres, quels passages ont été élargis et quelles surfaces appartiennent à des phases différentes. Il existe aussi un problème que la beauté de l'église de Saint-Georges presque cache. Une construction en dessous du niveau du terrain reçoit toute l'eau qui descend des zones alentours. C'est pourquoi le système de drainage n'est pas un détail secondaire. Sans fossés et canaux, les espaces pourraient accumuler de l'eau pendant les pluies. Au fil des siècles, le blocage et la détérioration de ces drainages ont contribué à des dommages graves aux églises. L'œuvre de Lalibela ne consistait pas seulement à enlever de la roche, elle exigeait de comprendre comment l'eau circulerait dans le paysage après que les cortes aient été ouvertes. Et c'est peut-être le point le plus important du lieu. L'architecture ne se trouve pas simplement sur le terrain, elle se trouve à l'intérieur de lui. Le visiteur doit descendre pour entrer dans un espace sacré. Dans le cas suivant, la hauteur produit l'effet opposé. Au lieu de conduire les gens vers le bas, des milliers d'ouvertures surgissent très au-dessus de la vallée. Numéro 3. Les cavernes de Mustang, au Népal. Dans les falaises du district de Mustang, dans l'Himalaya, de petites ouvertures apparaissent en rangées et en groupes, à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol actuel. À distance, elles ressemblent à des fenêtres d'une construction invisible cachée à l'intérieur de la montagne. Elles sont connues sous le nom de cavernes de Mustang ou cavernes du ciel. Il est courant de trouver l'estimation de jusqu'à 10 000 cavités dans toute la région. Ce nombre doit être traité comme une approximation, car il n'existe pas un inventaire unique et définitif de toutes. Ce qu'on peut affirmer avec certitude est qu'il existe des milliers d'espaces artificiels distribués par différentes vallées et falaises. L'erreur la plus courante est d'imaginer que toutes ont été créées en même temps et pour la même finalité. Les recherches montrent exactement le contraire. Certaines cavernes ont été utilisées comme espaces funéraires. D'autres ont servi d'abri, de stockage ou de lieux religieux dans des périodes ultérieures. Les peintures, les sculptures et les manuscrits bouddhistes révèlent que certaines cavités ont continué à être utilisées pendant le Moyen Âge. À Mébrak, les archéologues ont étudié une chambre funéraire communautaire ouverte dans une falaise, environ 30 mètres au-dessus du niveau moderne du sol. Les corps ont été placés sur des plateformes de bois, accompagnés d'objets, de tissus, de parures et de restes d'animaux. À Samdzong, une autre zone de la région, les restes humains ont révélé des pratiques funéraires différentes. Les marques sur les os indiquent que certains corps ont été soigneusement désarticulés et décharnés avant le dépôt. Ce n'est pas une preuve de cannibalisme. Les schémas observés pointent vers un rituel funéraire organisé. La comparaison entre Mébrak et Samdzong montre que les communautés voisines pouvaient traiter leurs morts de manière différente. La localisation élevée reste l'une des plus grandes questions. Les cordes, les échelles, les échafaudages et les accès internes sont des possibilités plausibles. De plus, l'érosion a modifié les falaises au fil du temps. Certaines entrées
ont pu être plus faciles à atteindre quand elles ont été ouvertes. Même avec cette remarque, certaines cavités restent extrêmement difficiles d'accès. Placer des morts, des objets et des plateformes de bois à l'intérieur exigeait de la planification et de l'effort. Si certaines ont été utilisées comme habitation, l'eau et les aliments devaient aussi monter régulièrement. La hauteur pouvait offrir une protection. Elle pouvait séparer les morts de l'espace quotidien. Elle pouvait renforcer une relation symbolique avec le paysage. Et ces fonctions ont probablement changé à mesure que de nouvelles communautés réutilisèrent les cavernes. Le mystère de Mustang ne réside pas dans la découverte d'une unique civilisation responsable de toutes les ouvertures. Il réside dans la reconstruction d'une histoire accumulée pendant de nombreux siècles. Un même mur rocheux a reçu des tombes, des abris et des espaces religieux sans qu'il existe un projet général capable d'expliquer chaque cavité. Et il existe un détail important. Les falaises que nous voyons aujourd'hui ne sont pas identiques à celles du passé. Les tremblements de terre, l'érosion et les effondrements ont modifié les accès et exposé des chambres auparavant fermées. Ce qui semble aujourd'hui impossible à atteindre a pu appartenir à un système de chemin qui a disparu. À l'endroit suivant, l'accès est moins mystérieux. Le défi réside dans le poids, la forme et l'ajustement des pierres. Numéro 2. Sacsayhuaman, au Pérou. Au-dessus de la ville de Cusco, de grands murs de pierre traversent le paysage en lignes angulaires. Les blocs ne suivent pas un simple motif rectangulaire. Chaque pierre possède ses propres contours, et les joints forment une maçonnerie polygonale qui s'ajuste sans l'utilisation de mortier entre les grands éléments. Sacsayhuaman a commencé à être construit pendant le gouvernement de l'Inca Pachacútec et a été continué par ses successeurs. Pendant longtemps, le lieu a été présenté seulement comme une forteresse. Cette définition est incomplète. Les sources péruviennes le décrivent comme l'un des espaces les plus importants après la ville de Cusco elle-même et comme la maison du soleil de la partie haute de la capitale Inca. L'ensemble possédait des fonctions cérémonielles, politiques et administratives. Plus tard, ces structures ont aussi été utilisées militairement pendant les conflits de la conquête espagnole. Après l'occupation coloniale, de nombreuses pierres ont été enlevées et réutilisées dans les bâtiments de Cusco. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que la partie d'une construction beaucoup plus grande. La précision des ajustements a alimenté d'innombrables théories sur les technologies disparues. Mais les expériences archéologiques ont montré que les outils simples de pierre étaient capables d'extraire, de tailler et d'ajuster les roches utilisées par les Incas. Les marteaux de pierre plus résistants laissaient des traces compatibles avec celles trouvées dans les carrières et les blocs inachevés. L'ajustement pouvait être réalisé par des approximations successives. La pierre était positionnée, les points de contact étaient identifiés, les surfaces étaient corrigées et le processus se répétait. Cela explique la technique de base, mais cela ne résout pas toute la logistique de Sacsayhuaman. Sur les blocs plus petits, la répétition exigeait déjà de l'habileté. Sur les plus grands, chaque tentative dépendait d'équipes, de cordes, de leviers, de rampes ou de plateformes préparées. La position devait être contrôlée de sorte que le bloc puisse être retiré et remis en place sans se casser, glisser ou piéger les travailleurs. C'est à ce moment-là que l'explication générale devient incomplète. Nous savons que les Incas possédaient la connaissance des carrières, des routes, de l'organisation du travail et du transport des pierres. Nous savons aussi que l'État pouvait mobiliser de grands groupes par le biais d'obligations de travail. Ce que nous ne possédons pas est un registre technique détaillé de chaque mouvement réalisé dans les murs de Sacsayhuaman. La forme irrégulière augmente le défi. Une pierre ne devait pas seulement toucher la suivante. Son contour déterminait l'espace disponible pour les blocs suivants. Le mur se développait comme un puzzle, dans lequel de nombreuses pièces étaient trop lourdes pour être levées facilement. En même temps, les joints irréguliers évitaient les longues lignes continues de faiblesse. Le système de blocs ajustés présentait aussi des avantages dans une région soumise aux tremblements de terre, bien que le comportement complet des murs dépende de la forme, de la base et de l'interaction entre toutes les pierres. La plus grande erreur serait de conclure que,
Parce que nous ne connaissons pas chaque étape, les constructeurs n'auraient pas pu être des Incas. Les preuves d'outils, de carrières, d'œuvres inachevées et de traditions architecturales pointent vers l'ingénierie Inca. La vraie question est sociale. Comment une administration sans machines modernes a-t-elle coordonné les tailleurs de pierre, les transporteurs, les superviseurs, les aliments, les chemins et la sécurité pendant un projet aussi grand? Sacsayhuaman démontre qu'une méga-construction ne dépend pas seulement des outils. Elle dépend d'une société capable d'organiser des milliers de décisions. Et nous arrivons maintenant au cas le plus impressionnant de la liste. Une œuvre dans laquelle la plupart de la pierre n'a pas été transportée. Elle a été enlevée. Numéro 1. Le temple de Kailasa, à Ellora, en Inde. Les cavernes d'Ellora forment un grand ensemble de monastères et de temples excavés dans les collines du Maharashtra. 34 monuments principaux représentent les traditions bouddhistes, hindoues et jaïnistes créées au cours de plusieurs siècles. Au centre du groupe hindou se trouve la caverne numéro 16, connue sous le nom de Temple de Kailasa. Vue du patio, la construction semble avoir été assemblée comme n'importe quel autre temple. Il y a des colonnes, des escaliers, des sanctuaires, des sculptures, des ponts de pierre et une tour élevée. Mais le monument principal a été excavé dans une masse rocheuse continue. Au lieu de transporter des blocs jusqu'au lieu, les travailleurs ont ouvert de grands cortes dans la formation rocheuse et préservé le volume qui se transformerait en temple. Ensuite, ils ont approfondi le patio et sculpté les espaces architecturaux et les images. L'UNESCO considère Kailasa comme le plus grand temple monolithique d'Ellora et décrit son excavation comme une réalisation technologique sans équivalent dans l'architecture excavée de l'ensemble. L'œuvre est généralement attribuée au roi Krishna Ier de la dynastie Rashtrakuta au 8e siècle. Cette attribution est soutenue par les inscriptions ultérieures qui relient un gouvernant appelé Krishnaraja à un temple extraordinaire à Ellora. Même ainsi, le temple ne possède pas une inscription de fondation simple qui enregistre toutes les étapes, les noms des architectes et la durée complète du travail. De plus, les différences de style suggèrent que des parties de la décoration et certains éléments ont pu être achevés ou modifiés dans des phases distinctes. La méthode générale d'excavation semble avoir avancé des parties supérieures aux parties inférieures. Cette stratégie avait du sens. En ouvrant l'espace à partir du haut, les travailleurs pouvaient enlever le matériau tandis qu'ils descendaient et isoler progressivement le volume central. Mais la même méthode créait un risque extraordinaire. Les décisions prises en haut conditionnaient tout ce qui existerait en dessous. Si une colonne était trop amincie, il ne serait pas possible d'ajouter de la pierre. Si un axe était déplacé, les erreurs se propageraient aux niveaux inférieurs. Cela exigeait une planification tridimensionnelle. Les responsables devaient prévoir où chaque mur, corridor et sculpture surgirait à l'intérieur d'une masse qui semblait encore solide. Il y avait probablement des équipes avec des fonctions différentes. De plus grands groupes enlevaient les volumes de roche. Des travailleurs spécialisés définissaient les formes architecturales. Les sculpteurs réalisaient les détails les plus délicats. Les superviseurs contrôlaient les alignements et les proportions. Les outils en fer, les marteaux et les ciseaux étaient suffisants pour couper le basalte au cours d'un travail prolongé. Le défi n'était pas l'existence d'un outil magique, c'était la coordination. Combien d'équipes pouvaient travailler en même temps sans compromettre les zones voisines? Comment les mesures étaient-elles transmises? Quel modèle ou système géométrique orientèrent les cordes? Quelle partie de la décoration a appartenu au plan initial et quelle part a été ajoutée après? Ces questions restent ouvertes parce que les registres techniques n'ont pas survécu. Il est aussi important de rejeter les nombres répétés sur Internet sans documentation sûre. Les estimations exactes concernant la quantité de roches enlevées ou concernant le nombre précis d'années de la construction varient beaucoup. C'est pourquoi elles ne doivent pas être présentées comme des faits confirmés. Ce qui demeure devant nous est déjà suffisant.
Kailasa transpose à la roche les formes d'une architecture qui aurait normalement été construite. Le temple représente le mont Kailash, associé dans la tradition hindoue à la demeure de Shiva. Cette relation aide à expliquer pourquoi les responsables ont accepté une méthode aussi difficile. Ils ne construisaient pas seulement un temple dans une montagne, ils transformaient la montagne elle-même en une image sacrée. La difficulté faisait partie du sens. Pour une société moderne, l'efficacité signifie généralement réduire le temps, le coût et l'effort. Pour les responsables de Kailasa, la permanence, le symbolisme et le pouvoir religieux pouvaient justifier un investissement extraordinaire. Cela n'élimine pas le mystère technique, mais cela change la question. Au lieu de demander quelle technologie impossible a créé le temple, nous pouvons demander comment une tradition architecturale a accumulé suffisamment de connaissances pour planifier une œuvre qui ne permettait pas de revenir en arrière. Cette réponse est plus humaine. Et, justement pour cela, elle est plus impressionnante. Après avoir traversé ces 7 constructions, un motif devient visible. Les peuples de Mesa Verde ont utilisé les cavités près des sources d'eau et créé des communautés protégées par les falaises. Sigiriya a transformé une roche verticale en capitale, jardin, système hydraulique et symbole d'autorité. Petra a combiné les façades excavées avec un réseau d'eau capable de soutenir une ville en environnement aride. Lalibela a converti le terrain en toit et conduit les fidèles vers des églises ouvertes en dessous de la surface. Mustang a accumulé les tombes, les abris et les espaces religieux dans les murs qui ont changé avec l'érosion et le temps. Sacsayhuaman a réuni la connaissance de la pierre et la capacité administrative dans les murs polygonaux d'une échelle monumentale. Kailasa a transformé un massif rocheux en architecture sacrée par le biais du retrait planifié de la matière. Ces sociétés n'ont pas choisi des lieux difficiles, malgré les montagnes. Dans de nombreux cas, elles ont choisi ces endroits à cause d'elles. La roche offrait du matériau, une protection, de l'eau, de la hauteur, de l'isolement et un pouvoir symbolique. Elle contrôlait le chemin du visiteur et modifiait son expérience. Une montée pouvait représenter l'approche du pouvoir, une descente pouvait symboliser l'entrée dans un espace sacré, une caverne élevée pouvait séparer les morts du monde quotidien. Le mystère ne réside pas dans la preuve que ces œuvres sont impossibles. Elles existent, et les preuves montrent qu'elles ont été construites par les sociétés humaines connues. Le mystère réside dans les étapes perdues. Nous ne possédons pas tous les projets. Nous ne connaissons pas chaque outil utilisé à chaque moment. Nous ne savons pas le nom de la plupart des travailleurs. Et, en certains endroits, nous débattons toujours de la séquence des transformations et de la fonction originale de certains espaces. La pierre a préservé le résultat, mais elle n'a pas préservé toute l'histoire du processus. Et il existe une conséquence encore plus intrigante. Si les anciennes sociétés ont réussi à transformer les montagnes en villes, forteresses, églises, tombes et temples, jusqu'où ont-elles avancé à l'intérieur d'elles? Dans différentes régions, de petites entrées conduisent à des corridors, des dépôts, des systèmes de ventilation et des niveaux entiers cachés sous la surface. C'est le cas des villes souterraines comme Derinkuyu et Kaimakle en Cappadoce, où des espaces plus petits ont été élargis et connectés pendant différentes périodes. Ce sera la prochaine étape de l'enquête, parce que certaines des constructions les plus extraordinaires du passé n'ont pas été érigées en direction du ciel. Elles ont été construites vers le bas.